Matembele qui était à 500, aujourd'hui c'est à 2000. Et la femme congolaise souffre. Et en tant que mère, je dois porter ce combat pour la restauration du panier de base. De la ménagère. De la ménagère. Pour la restauration de la nutrition. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants sont en sécurité alimentaire parce qu'on ne sait pas acheter ce qu'il faut pour que nos enfants soient en bonne santé. Ça pose problème. La capacité économique des ménages aujourd'hui, c'est un problème. Le pouvoir d'achat du peuple aujourd'hui, c'est un problème. Les papas peuvent quitter la maison le matin pour le travail, il ne sait pas qu'est-ce que les enfants vont manger. Et quand le papa revient, si la maman apporte le panier au marché, ça va rentrer vide. Jusqu'à ce que la maman commence à porter un sachet 0,8. Elle va chercher à la boîte de tomates qu'on a découpée à 3. Elle va chercher le poisson Thomson qu'on a découpé en 2. Elle doit chercher de gousses d'ail. Donc ça devient intenable. Le papa m'appelle, il me dit, maman Chantal, avant je laissais 10 000 francs, 15 000 francs. On pouvait trouver quelque chose le soir. Mais aujourd'hui, avec $10, rien ne va. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, ne demandez pas, ne causez pas du tort aux mamans. Parce que les mamans souffrent. Moi-même, là, je viens de marcher Gambela. Non, ça pèse. C'est souffrant. Donc aujourd'hui, moi j'ai porté ce combat du panier de la ménagère. Et donc, si je comprends, l'alimentation de nos enfants. Vous voulez simplement dire que le tissu socio-économique des Congolais s'est dégradé davantage? C'est vraiment dégradé et ça fait perdre même l'autorité parentale. Parce qu'aujourd'hui, le papa devient dans la difficulté de pouvoir prendre soin de sa famille. Félix Tshisekedi a demandé aux députés et sénateurs de consolider les acquis de son premier quinquennat. Quels sont ces acquis que vous pourriez ici évoquer succinctement? D'abord, le président s'est adressé aux Congolais via le Sénat et l'Assemblée nationale. Via le Congrès. En fait, il s'est adressé au peuple congolais pour ce qui a été fait pendant 5 ans. C'est le peuple qui a le choix. Le président est démocrate. Vous devez comprendre que c'est le sens d'un homme démocrate. Le président de la République, c'est un esprit, c'est un grand esprit en politique. Tenez, monsieur le journaliste, comme nous n'avons pas assez de temps, le président a parlé de tous les secteurs de la vie nationale. L'éducation, la santé, les infrastructures, la sécurité et j'en passe, et l'emploi. Mais vous savez aujourd'hui, monsieur le journaliste, avant que monsieur le président puisse prendre le pouvoir, en 2018, janvier 2019, lorsqu'il prend ses fonctions, le taux était de 1638. Écoutez, monsieur le journaliste, ce qui équivalait à $1. L'enseignant était payé $97,47. Je donne des indications de chiffres. Mais quand la gratuité de l'enseignement arrive en République démocratique du Congo, aujourd'hui nous sommes en 2023. Le salaire est de 408 000 francs congolais. Avec un taux de dollar de 26 000. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, un enseignant a $157,18. Ça, ce sont des chiffres vrais. Aujourd'hui, nous sommes à 1240 écoles construites dans tous les territoires. Je peux prendre l'exemple ici. Je pars dans le territoire de Massimanima. Depuis 1935, les Belges ont laissé le bâtiment administratif. Le seul qui est venu au pouvoir, qui a construit un bâtiment moderne, je donne des illustrations, c'est M. Félix Tshisekedi. 760 centres de santé disséminés partout en République démocratique du Congo. 145 bâtiments administratifs, parce que vous ne pouvez pas gérer la République territoriale sans bâtiments administratifs. Ça, c'est la marque de Félix Tshisekedi. Nous allons maintenant sur le plan de l'administration. Monsieur le journaliste, est-ce que vous savez, en 2019, il y avait 384 000 agents de l'État non retraités non payés à l'administration publique. 220 000 agents publics de l'État non payés. Aujourd'hui, au mois d'octobre, nous avons résorbé 200 000 agents de l'État qui sont entrés dans les circuits de la bancarisation. Nous avons une réforme importante sur la retraite. Je dis bien la retraite. Pendant Mata Tampone, un huissier était payé, le dernier, c'est $2 000. Mais pendant sous Félix Tshisekedi, c'est $8 000. Et puis ce huissier est déversé
à la caisse nationale de sécurité pour des agents publics de l'État. Donc aujourd'hui, un huissier a $8,000 et il perçoit son salaire qui est en augmentation chaque trimestre. S'il vous plaît, nous allons maintenant dans le domaine de la santé. Messieurs le journaliste, aujourd'hui, le gouvernement est en phase de dispatching des équipements hospitaliers pour 2190 centres de santé. Tenez, nous avons 13 000 lits d'opération, 2000 lits d'accouchement et autres ustensiles. Parlons maintenant de la gratuité de la maternité que les gens critiquent à tort. Monsieur le journaliste, si vous allez aujourd'hui à l'hôpital de Kintambo, à l'hôpital de l'État de Ngaliema, tout ce qui concerne le bilan, oui, moi je suis quand même étonné de voir qu'après 5 ans d'exercice, qu'on nous présente les bilans en termes d'une route qu'on a fait à Nzolana ou de... je sais pas. Parce que moi, en tant que politique, les bilans, ça doit être d'abord, je dois prendre à 3 niveaux. Premier niveau, c'est par rapport au programme ou à la vision de la personne qui a incarné le régime. Il avait quelle vision? Tout ce qu'il a dit, moi je regroupe ça en 2. Le peuple d'abord et l'état de droit, qui ont lamentablement échoué. C'est moi et le mien d'abord. La preuve, la population pleure, les paniers est vide, les gens ne mangent pas comme il faut, les gens souffrent, la vie est devenue intenable. Vous voulez parler du peuple d'abord, vous êtes allé dans le chiffre. J'aime bien le débat des chiffres. Alors je vais vous rappeler, pour que le peuple comprenne, quand le dollar était à 1600, un gobelet d'haricots était à 1600. Ça valait $1. Aujourd'hui, vous avez fait que ce travailleur, cet enseignant toucherait $57. Aujourd'hui, permettez, qui toucherait ça 50 quelques dollars. Là, vous avez dit, je ne vais pas entrer là-bas. Le gobelet d'haricots à 3500, qui représente $2,18. C'est là où intervient le pouvoir d'achat du peuple. Ce que vous êtes en train de faire en économie, ça s'appelle l'érosion financière. Vous êtes en train de tromper le peuple. Comment vous pouvez... Il avait $1, il pouvait s'acheter un gobelet d'haricots. Maintenant, avec le $1, il ne peut pas acheter un gobelet. Soit il va acheter un tiers du gobelet. Pour acheter un gobelet, il doit avoir $2,18. Qui trompe qui? Question de pouvoir d'achat. Cette capacité du Congolais d'engager ses dépenses par rapport aux recettes encaissées qui lui permettent de vivre mieux. Qu'ils nous disent aujourd'hui, les réserves stratégiques de la RDC s'élèvent à combien? Il n'y a même pas. Qu'ils nous disent aujourd'hui. Avant, ils parlaient des réserves de change. Aujourd'hui, ils en parlent parce que les réserves stratégiques diffèrent des réserves de change. Je pense que les gens du domaine comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Donc, je voulais dire, si vous avez parlé de l'administration publique, est-ce que nous avons récupéré la souveraineté administrative par rapport à nos imprimés de valeur? C'est comment? Ce n'est pas parce que vous avez mécanisé quelques personnes que vous voulez brandir l'aspect. Vous avez créé combien d'emplois? Deuxième phase du bilan, c'est par rapport aux réalisations qu'ils ont dit, aux promesses qu'ils ont faites. Ils ont promis devant le Congrès le 13 décembre 2019 ils ont parlé de l'acquisition de 8 avions pour Congo Airways avec l'identité des avions et les noms des fournisseurs. S'il y a le temps, je peux citer, je peux vous le donner. Nous, à l'UDPS, par l'entremise de notre secrétaire général Augustin Kabouya, ça fait plus de 3-4 ans que nous nous préparons pour les élections. Je dis 3-4 ans. Tous nos candidats pour la députation nationale et provinciale sont sous terrain en train de mobiliser. En ce que je sache, parmi ce que j'ai aimé, ce que la CENI a dit, j'ai toujours plaidé pour cela, que cette fois-ci, il y aura publication de résultats, bureau de vote par bureau de vote. Il y a eu cette concertation, le candidat président de la République et les autres composantes, et la CENI va certainement, par sa plénière, décider de l'orientation des réponses aux questions qui ont été posées. Donc c'est pour dire, nous, à l'UDPS, nous sommes prêts pour aller aux élections.
y compris l'union sacrée. Madame représente M. Martin Fayoulou, incapable de faire une distinction entre un régime présidentiel et semi-présidentiel. C'est à ce monsieur-là que vous voulez confier 2 345 410 km². Ça, c'est de 1. De 2, quelqu'un qui est incapable de tenir même sa propre famille politique. Est-ce que ce monsieur peut challenger avec Félix Tshisekedi? Les gens qui exercent le pouvoir sont jugés en fonction de leur bilan. Et ceux qui ne sont pas au pouvoir sont jugés en fonction de leur intégrité, leur constance et les idées qu'ils ont pour gouverner demain. Donc aujourd'hui, quand vous dites que le président Fayoulou ne tient pas sa plateforme politique, moi je pense que le peuple congolais vous prend pour un menteur. Parce que ce n'est pas ça la vérité. Martin Fayoulou n'a pas dit que nous sommes constitutionnellement en régime présidentiel. Merci madame. Il a parlé de ça en termes que le président a plein pouvoir. Merci beaucoup madame Chantal. Bon après-midi à toutes et à tous. Très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans ces nouveaux numéros de votre émission En débrief de ce jeudi 16 novembre 2023 sur les antennes de RTGA FM. Merci de votre fidélité et une fois de plus, bienvenue si vous nous rejoignez dans ces nouveaux numéros de votre émission. Je suis avec Chantal Moboni. Elle est coordonnatrice adjointe de la campagne électorale de Martin Fayoulou et porte-parole du président de l'ESID, Martin Fayoulou bien entendu, inhabitué des En débrief. Vous êtes la bienvenue à cette émission, madame. Merci de l'invitation et bonjour. Et on vous voit du coup avec un petit panier. Que cela veut dire? Avec un petit panier parce qu'aujourd'hui, la femme souffre. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent des AVC, des tensions de l'estomac, des gastrites, parce que la situation du marché pose problème. Elle peut avoir 10 000 francs, elle sait que le bot de Pondou est à 1 000 francs, arrivé là-bas c'est à 5 000. Matembele qui était à 500, aujourd'hui c'est à 2 000. Et la femme congolaise souffre. Et en tant que mère, je dois porter ce combat pour la restauration du panier de base. De la ménagère. De la ménagère. Pour la restauration de la nutrition. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants sont en sécurité alimentaire parce qu'on ne sait pas acheter ce qu'il faut pour que nos enfants soient à bonne santé. Ça pose problème. La capacité économique des ménages aujourd'hui, c'est un problème. Le pouvoir d'achat du peuple aujourd'hui, c'est un problème. Les papas peuvent quitter la maison le matin pour le travail, il ne sait pas qu'est-ce que les enfants vont manger. Et quand le papa revient, si la maman apporte le panier au marché, ça va rentrer vide. Jusqu'à ce que la maman commence à porter un sachet 0,8. Elle va chercher la boîte de tomates qu'on a découpée à 3. Elle va chercher le poisson Thomson qu'on a découpé en 2. Elle doit chercher de gousses d'ail. Donc ça devient intenable. Le papa m'appelle, il me dit, maman Chantal, avant je laissais 10 000 francs, 15 000 francs. On pouvait trouver quelque chose le soir. Mais aujourd'hui, avec 10 $, rien ne va. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, ne demandez pas, ne causez pas du tort aux mamans. Parce que les mamans souffrent. Moi-même, là, je viens de marcher Gambela. Non, ça pèse. C'est souffrant. Donc aujourd'hui, moi, j'ai porté ce combat du panier de la ménagère. Et donc, si je comprends, l'alimentation de nos enfants. Vous voulez simplement dire que le tissu socio-économique des Congolais s'est dégradé davantage? C'est vraiment dégradé et ça fait perdre même l'autorité parentale. Parce qu'aujourd'hui, les papas deviennent dans la difficulté de pouvoir prendre soin de sa famille. Et la maman qui pouvait avoir un petit épargne à côté pour ajouter à ce que papa laisse, aujourd'hui la femme n'a plus rien. Aujourd'hui, on ne sait plus écolo à ba maman, ce qu'on appelle écolo à ba maman. On commence à aller au marché sans écolo parce qu'on n'a pas assez. Arrivé là-bas, on prend un sachet 0,8. Au sommet, au katakata, vous mettez dans le sachet et quelqu'un rentre comme ça. Et quand vous regardez combien de personnes vont manger ces matembele là qui vous coûtent 2 000 francs aujourd'hui,
c'est un problème. Merci beaucoup, madame. Alors, je vous présente notre invité dans cette émission. Et lui, il est du parti présidentiel UDPS, communicateur de l'UDPS. Il s'appelle Joseph Mbenza, que vous suivez aussi régulièrement dans cette émission. Vous êtes le bienvenu en débrief, Joseph. Merci beaucoup, monsieur Moses, pour l'invitation. Et je vois là, devant vous, toute une paperasse. Je ne sais pas ce que vous avez préparé aujourd'hui. Nous nous sommes préparés pour dire aux Congolais ce que le président de la République a fait pendant 5 ans. Je salue Maman Chantal, que je connais très bien parce que c'est l'une des femmes qui s'affronte aux hommes en République démocratique du Congo. Je jette des fleurs à maman parce qu'elle est très intelligente. Alors voilà, donc nous nous préparons. Le chef de l'État a été devant le Congolais, donc je crois qu'on va en débattre. Merci beaucoup. On en parle dans cette émission. Je dois d'abord ici vous rappeler nos thématiques du jour, puisque je ne l'ai pas fait comme souvent, comme à l'accoutumée. Nous parlons aujourd'hui du décryptage du discours de Tshisekedi sur l'état de la nation devant les congrès. C'est notre première thématique. Nous allons aussi faire le point sur la clôture des cadres des concertations de la CENI avec le parti prenante au processus électoral et quid de la candidature commune de l'opposition. Voilà nos deux thématiques du jour. Et si vous voulez bien participer à cette émission, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850, c'est notre numéro de contact. Je rappelle que cette émission est réalisée et mise en onde de main de maître par Moïse Sombila, sous la coordination bien entendu de Simon Kabamba. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, l'actualité oblige. Parlons d'abord des atrocités enregistrées ces jours dans différents territoires du pays. On a vu les images des violences intercommunautaires à Malemba-Nkulu, dans le Haut-Lomami, qui ont causé 4 morts, ces violences intercommunautaires, et des images d'une cruauté insoutenable. Ces violences qui s'étendent d'une province à une autre ne risquent-elles pas de perturber les élections qui se pointent déjà à l'horizon? C'est la question qu'on se pose. Et à Kisangani, il faut le rappeler aussi, dans la Tchopo, on dénombre plus de 500 morts dans les combats qui opposent les Mbolé et le Lenga. Pas plus tard qu'avant-hier, ici à Kinshasa, à Mbakana, dans la commune de Maluku, le milicien Mobondo ont tué 9 personnes et incendié des habitations. Alors, Joseph Mbenza, j'aimerais poser cette première question. Comment arrêter cette hémorragie des violences à l'approche des élections? Merci pour la question. C'est la première fois que je n'ai pas eu mon biscuit. Bon, je sais que... Je crois qu'on se partage tous ce biscuit. Vous pouvez... Non, à la fin, peut-être, je vais glisser un mot. Oui. Il y a un sérieux problème actuellement en République démocratique du Congo. C'est ce qu'on appelle la résurgence des forces centrifuges. C'est-à-dire, si vous voulez mettre un pays à feu à sang, créer un chaos, il faut créer ce qu'on appelle des foyers de tension. Il faut activer les cellules dormantes éparpillées dans le pays pour créer cet état de fait. Ça, c'est voulu et planifié par des politiques que nous sommes, malheureusement, qui sont du mauvais côté. Si vous voyez l'enchaînement des événements qui se passent aujourd'hui, cette tendance haussière du tribalisme exacerbé, donc ça laisse à craindre. Vous savez, à l'époque, je me souviens très bien, nous à l'UDPS, nous étions opposés à M. Mobutu. Non pas à la personne de Mobutu, mais au système et au régime de M. Mobutu. Nous ne sommes jamais opposés à la tribu de M. Mobutu. Nous ne sommes jamais opposés à la famille ni à la personne de manière physique de M. Mobutu. De même avec M. Laurent Désiré Kabila, avec M. Joseph Kabila. Rien du tout. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça commence à effrayer que cette tendance de vouloir à tout prix chasser les loups, moi je ne suis pas loup, je suis né Congo. Mais je suis en train d'observer, c'est inquiétant, monsieur le journaliste.
Surtout ce qui se passe, pas seulement à l'espace Katanga, dans le Grand, mais c'est partout en République démocratique du Congo. Ici, j'aimerais marteler une chose. Tout celui qui est Luba ne soutient pas forcément le président de la République. Nous voyons tous ceux qui sont du Kasaï dans tous les partis politiques. Donc, ce qui revient à dire que le peuple Luba n'est pas un peuple tribal. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe et que les gens, des leaders politiques, puissent s'élever et amener le pays dans cette situation. Je vais ici, de manière factuelle, citer le propos de certains leaders de certains coins. Vous allez vous rendre compte que c'est très dangereux qu'on soit arrivé à ce niveau-là. Je commence. Monsieur Christian Mwando, lors d'un meeting, dit ceci: personne n'a le monopole de la violence. Pour vivre ensemble dans la République démocratique du Congo, apprenons à respecter les propriétaires de terres. Ça, c'est monsieur Christian Mwando. Monsieur Daniel Safou, lors d'une émission dans une chaîne de la place, je ne vais pas citer le nom, il a appelé toutes les tribus à s'élever contre une seule tribu. Je vais encore plus loin. Monsieur Moïse Katumbi, lors de son interview, je ne sais pas si c'est point de presse, il a dit deux mots. Les talibans et ceux qui me combattent aujourd'hui sont d'une seule tribu. Et puis, nous avons un certain Victor Tessongo, qui est proche de M. Moïse Katumbi, qui est dans des mouvements pro-citoyens, qui a tenu aussi ce genre de propos. Nous avons aussi un certain Enoch Nseya, qui est proche du gouverneur du Haut-Katanga. Donc, vous voilà un peu... Mais là, vous n'avez cité que les propos tribalistes de ceux de l'opposition, sans faire allusion aux derniers propos du gouverneur du Kasaï oriental, qui avait... du Kasaï central, pardon, qui avait également tenu le propos du même genre, des propos séparatistes. Il a dit quoi? Vous avez suivi la Mouka qui avait tenté une action judiciaire contre ce gouverneur. J'aimerais un peu... Il a dit l'espace Grand Kasaï appartient au président de la République et que personne ne pouvait compter sur l'espace Grand Kasaï. C'est en quelque sorte, je me rappelle non, je pas crois forcément. Que c'est pas ça. Oui. Il a dit, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans une période électorale. Kananga est pour le président de la République. Il n'a interdit personne de venir battre campagne là-bas. Vous voulez qu'ils disent que non, Kananga est pour un tel. Non, ça c'est... Mais le chef de l'État, souvenez-vous, quand M. Fayulu a eu quelques soucis à Chikapa, il a condamné ces actes de violence. Ouais, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Mais écoutez, nous, l'IDPS, d'où qu'elle vienne la violence, nous la condamnons. Ce n'est pas que le fait que je sois de l'IDPS et qu'un membre de l'IDPS peut s'élever comme ça, menacer une autre tribu. Moi, j'en ai jamais entendu stigmatiser une tribu, jamais. S'il y a quelqu'un qui puisse avoir une phrase que au cadre du parti a fustigé une tribu, moi je n'en connais pas. Donc vous voyez, il faut qu'en cette période que nous ayons un discours responsable pour éviter d'alarmer les gens. Regardez aujourd'hui la conséquence, sans compter les propos de John Numbi, sans compter les propos de certains notables vers Malembankoulou là-bas. Aujourd'hui, vous savez, il y a des vidéos qui circulent, ça, vous êtes au courant qu'il y a certaines personnes avec des drapeaux séparatistes katangais sont en train de demander à ce que le Balouba soit chassé de Sakania, soit chassé de Kassoulou-Mbalessa et de Malembankoulou. Vous êtes en train de voir des familles traverser des rivières pour fuir qu'on le tue. Mais monsieur le journaliste, mais ça c'est grave ça. Donc, nous à l'IDPS, nous appelons les gens au calme, à éviter de se lancer, parce que les politiciens qui attisent ces feux-là, lorsqu'il s'agira de partager les postes de responsabilité, ils n'appelleront jamais ces peuples-là qui sont en train d'envoyer faire ce genre d'histoire. Donc, c'est au peuple d'être responsable par rapport à ce que nous, les politiciens, nous leur disons. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Nous condamnons ces actes ignobles contre une tribu. Donc, c'est pas normal. Or, tout Congolais doit se sentir chez lui partout où il se retrouve en République démocratique du Congo. Alors, ça, ce sont des soubresauts. À l'approche des élections, il y a des gens mal intentionnés qui se vautrent dans ce genre de pratiques que nous devons tous condamner. Quel que soit tu es de l'opposition du pouvoir, nous devons condamner parce que ça peut t'atteindre à tout moment.
Personne n'est à l'abri de cela, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, Joseph Menza. Je rappelle que vous êtes cadre et communicateur de l'IDPS. Chantal Moboni, vous également, je vous donne la parole pour commenter cette montée de conflits intercommunautaires dans différentes provinces du pays. Merci beaucoup. Je vais d'abord faire constater quelque chose. En 2006, avant les élections, il y a eu le conflit Emma-Lendou. En 2011, il y a eu les Ignilés à l'Équateur. En 2016, pour aller vers 2018, il y a eu le Kamunya-Samp au Kasaï. Et aujourd'hui, à Kisangani, au niveau de la Chopo, c'est le Mbole et les Lengola. Au niveau du Katanga, il y a un problème. Ici, vers Kwamutu, c'est le Teke et les Yaka. Vers le plateau de Bateke, on vous parle de Mobondo. Mais moi, je vais aller d'une autre façon, contrairement à ce que vient de dire mon co-débatteur, parce qu'il s'est plus apaisanti sur une tribu. Que moi, je pense aussi défendre seulement la tribu Luba par rapport à la globalité de la chose. Ce n'est pas aussi encouragé. Parce que c'est un problème qui se passe partout. Et j'ai suivi bien la question qui a été posée par rapport à ce qui se passe actuellement. D'abord, nous disons que, je voulais rappeler au peuple congolais, la nation congolaise a toutes les 4 choses importantes aujourd'hui pour qu'un pays soit fort et soit puissant. Nous avons la terre et les autres en cherchent. Nous avons de l'eau, deuxième poumon mondial. Nous avons l'oxygène avec plus de 30 milliards de tourbières. Et quand vous regardez dans le bassin du Congo, c'est-à-dire avec nos 30 milliards de tourbières, nous pouvons produire des carbones qui puissent permettre à ce que le pays du monde entier ait l'oxygène pendant plus ou moins 3 ans. Et nous avons le minerai. Et demain, les échanges se feront sur base de l'or. Nous avons ces minéraux. S'il faut de voitures électriques, nous avons du cobalt. S'il faut la puissance de la technologie, nous avons du coltan. Et nous avons l'uranium, et nous avons le manganèse, le zinc, tout, on peut vous citer ici. Et un pays qui a tout ça, c'est un pays qui est exposé. Maintenant, pour moi, la question, c'est que quelle est l'attitude maintenant de ces pays qui a toutes ces 4 choses qui sont recherchées dans le monde face à ces rapports avec le pays voisin? Quelle est maintenant l'attitude du Congolais, propriétaire de toutes ces 4 choses qui sont recherchées partout dans le monde? Aujourd'hui, qu'est-ce que le Congolais pense de son avenir? C'est ça la grande question qui devait nous interpeller. Nous avons le devoir de la cohésion nationale. Nous avons le devoir de l'unité nationale. Nous avons le devoir de condamner les tribalismes, les népotismes, les propos séparatistes, parce que ça ne nous avance pas. Je répète toujours parce que moi, ça m'a convaincu. Victor Hugo dit, avant de s'agrandir au dehors, on doit s'affermir au dedans. Et au dedans de nous, il y a plus de 450 tribus et ethnies. Et au dedans de nous, il y a 26 provinces. Au dedans de nous, il y a plus de 145 territoires. Et nous devons être animés par ce goût de vivre ensemble en tant qu'une nation. Parce que nous avons la même histoire, parce que nous pouvons avoir de mêmes idées, des us et coutumes. Nous sommes sur un même territoire, la RDC, dont nous devons prendre conscience les uns et les autres pour ne pas utiliser ce que moi j'appelle le venin. J'ai suivi attentivement mon cher frère. Par exemple, peut-être vous avez cité le nom de gens qui ont utilisé peut-être des propos séparatistes, des propos tribaux et quoi. Mais moi, je vous cite les responsables des institutions, membres de l'UDPS, qui ont tenu ces propos. Vous voulez arranger les propos du gouverneur de Kasaï et Central? Non, ce sont des propos qui ne passent pas. Il y a même une plainte qui a été déposée contre ça. C'est un représentant de l'État au niveau de la base, au niveau de la province, qui a tenu ce propos. Je peux vous rappeler ici le propos du bourgmestre de Kalam, qui représente l'État congolais aussi, au niveau de sa municipalité, qui a tenu des propos, qui n'a pas honoré la République. Je peux vous rappeler ici qu'aux États-Unis, mon cher Fachi,
a dit qu'on aurait tué les gens à Kikwiti parce qu'ils n'étaient pas de sa communauté, est-ce que c'était des propos qui devaient être utilisés, qui devaient être abordés, parlés par celui qui occupe le fauteuil au niveau de la première institution du pays? Parce que vous voulez parler de propos. Il y en a plusieurs. Nous avons vu des gens dire ici qu'ils ont des armes à distribuer. Nous avons suivi les gens qui ont dit que le pouvoir est à Bisso. Mais est-ce qu'on doit rentrer à citer ces choses-là? Non. Aujourd'hui, moi, j'aurais voulu que mon co-débatteur de l'IDPS puisse appeler seulement à l'unité nationale et non se victimiser. Parce que s'il y a un problème au niveau du Katang, entre les Luba et les Katangais, s'il y a un problème, on ne peut pas l'encourager, mais on ne peut pas non plus dire que c'est seulement tel ou tel qui est fautif, parce qu'il n'y a pas des enquêtes qui ont été menées, qui ont donné un rapport qui soit officiel pour que nous puissions en parler de telle manière. Vous avez suivi le président de la République qui condamne aussi ces propos qui sortent de sa famille politique. Excusez-moi, je vais terminer mon idée. Allez-y, madame. Allez-y. Donc, c'est un Congolais, s'il condamne ses propos, nous, on n'a pas à commenter là-dessus. Mais le problème aujourd'hui, c'est que c'est de la faiblesse de l'État. Et quand je vous ai donné l'historique de violence à la veille des élections, c'est pour me poser la question de savoir, est-ce que ça ne relève pas des stratégies politiques des hommes au pouvoir? Ce n'est pas parce qu'on a vu tous les cycles électoraux. Avant tous les cycles électoraux, il y a toujours eu ce problème-là. Maintenant, si c'est de la stratégie politique des régimes au pouvoir, nous devons tout faire pour que ça s'arrête. Mais si c'est les gens de l'extérieur qui veulent nous diviser pour créer les chaos dans le pays, nous devons nous lever comme un seul homme pour le condamner. Mais si ça vient des hommes politiques qui sont bien identifiés, mais que fait la justice congolaise? Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons plus chercher ce qui nous unit en termes de chercher un climat apaisé, en termes de pouvoir mettre le peuple dans la sécurité. Mais en gros, nous pouvons dire c'est de la défaillance de l'État, son incapacité à sécuriser la population, son incapacité à faire du Congo un État-nation, et ce sont des conséquences qui sont en train d'être vues. Parce qu'ici, vous êtes ici à Maluku par exemple, qu'est-ce qui manquerait au ministère de l'Intérieur de prendre des dispositions utiles pour arrêter cette histoire de Mobutu? Qu'est-ce qui manquerait? Ici à Kwamutu, les gens ont entendu, ont pleuré, ils ont cherché le soutien du gouvernement. Ça a pris le temps que ça a pris. Dans l'entretemps, les gens sont morts. Pourquoi on ne réagit pas directement? Pourquoi on n'a pas cette capacité de restaurer l'autorité de l'État dans ce coin-là? Les ministères de l'Intérieur, c'est entre les mains de l'UDPS. Donc aujourd'hui, nous pensons que c'est l'incapacité du régime de nous sécuriser. Il y a carence de politique publique en termes sécuritaires pour pouvoir nous protéger, nous, en tant que peuple et les territoires nationaux. Et donc vous estimez que ces miliciens, Mobondo par exemple, sont pires que l'État congolais? C'est pour cela que j'ai dit que c'est de la défaillance de l'État. Parce que l'État a le pouvoir de s'imposer, l'État a le pouvoir de réagir et d'agir. Donc, pourquoi ces miliciens doivent avoir tout ce temps, doivent continuer à opérer pendant que l'État existe? Que l'opposition demande une marche, vous verrez quel sera l'arsenal militaire qui sera déployé. Mais on manque cet arsenal militaire pour déloger les Mobondo, pour déloger les soi-disant inciviques qui seraient à Kwamutu, pour déloger, parce que quand le conflit commence, c'est encore petit, hein? C'est encore petit, on peut éradiquer ça facilement que d'attendre que ça prenne de l'ampleur. Parce qu'aujourd'hui, quand on crie par rapport au conflit, l'Angola et puis Mbole, ça peut être déjà résolu maintenant. Mais pourquoi ça doit prendre du temps? Nous avons crié ici, on a dénoncé. Cette histoire de Kwamutu a pris combien de temps pour que les autorités s'y mettent? Et le temps qui se passe là, merci beaucoup, ça favorise beaucoup de choses. Merci beaucoup, Madame Chantal Moboni. Rapidement, Joseph Benza, il y a une certaine opinion qui se pose la question. On voit les chefs de l'État, on les voit
dans les loisirs comme hier, on l'a vu, proche de motiver, encourager les léopards qui ont gagné. Qui ont gagné le match contre la Mauritanie. Et il y a de ces Congolais qui se disent, et si les chefs de l'État étaient aussi proches des militaires qui combattent dans les fronts, et même dans l'Est, et même à Goma, je crois que on aurait eu un pays aussi respecté par le petit Rwanda. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Avant de rebondir sur ce que madame venait de dire, je suis choqué, sidéré, que vous aussi vous relayez ces propos parce que j'en ai souvent entendu. Vous êtes allés tous dans le même sens. Et je me suis posé la question, quelle est la source de cette rhétorique? De pouvoir poser la question de cette manière. Je suis étonné. C'est qu'il y a il y a une source quelque part qui a distillé cette façon de voir les choses qui sort hors contexte. Je suis désolé de le dire. Monsieur le journaliste, comment vous pouvez lier le football à l'armée? Pourquoi faire cette ramification? Qu'est-ce que ça a à voir? Je vous fais part de ce questionnement que le Congolais se pose. Ça vient, moi je vois des millions de Congolais qui se sont réjouis que leur pays a gagné, point barre. Le reste sont des considérations politiques, des gens qui sont mal au point, qui sont du mauvais côté de l'histoire. Excusez-moi de le dire. Les Congolais dans la rue ne pensent pas comme ça. C'est des politiciens qui ont tweeté, qui ont distillé des informations, nous sommes au courant. Partout où nous passons, nous posons la même question. Donc c'est qu'il y a une source quelque part qui est en train de faire ça. Soit nous parlons du football, soit nous parlons de la sécurité, soyons corrects. Nous parlons de l'État congolais, nous parlons de nation. Mais pourquoi le président a gratifié 26 personnes? L'armée, c'est 200 000 personnes. Vous voulez qu'on fasse de la comparaison? Allons-y maintenant, là. Les forces armées de la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République par son commandant suprême et le gouvernement via le ministre de la Défense a doté l'armée de deux avions avions bimoteurs pour le transport de matériel lourd et des troupes aéroportées. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Si vous ne voulez pas qu'on parle de l'armée. Donc les choses essentielles de l'armée, on n'en parle pas. Mais des choses qui sont dans un autre contexte et vous voulez les lier à un autre contexte. C'est ça un peu mon regret. Je rebondis à ce que madame a dit. Madame semblait aller dans le sens de moraliser les gens, mais elle-même est allée dans le même sens que moi en citant. Moi, je croyais qu'elle allait s'abstenir pour être un peu minimaliste, mais elle est dans le même sens. Mais moi, je vais vous citer. M. Martin Fayulu sur Top Congo a fustigé une tribu devant Christian Lusakweno. Les vidéos sont là. Un autre leader, un de votre leaders de la Mouka sur TV5, vous savez qu'est-ce qu'elle a raconté? Et vous êtes témoin à Gilles s'intéresse, c'est que M. Jean-Pierre Bemba dit. Moi, je ne suis pas M. Jean-Pierre Bemba. Quand il dira, je ne vais pas dire les mots parce que ce n'est pas l'objet, il ne faut pas exacerber les tensions. Il a dit, les Louba sont mes beaux-frères. Vous savez dans quel contexte il avait dit ça? Angélie s'intéresse lors d'un meeting. Donc, c'est pour dire ceci. Moi, je le dis, nous, à l'IDPS, nous ne prenons pas la violence comme mode d'accession et mode de pratique politique. Nous condamnons la violence sous toutes ses formes. C'est pour cela, votre leader, quand il a été touché à Chikapa, c'est le numéro 1 de la République qui est monté au créneau pour dire non, pas ça. C'est aussi simple que ça. Moi, je croyais que vous allez évoquer ça pour être juste dans votre raisonnement. Mais vous l'avez esquivé volontairement, madame. Donc, monsieur le journaliste, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que c'est nous les politiques qui sommes responsables de ce qui arrive à cause de nos discours. Que tu sois de l'opposition, du pouvoir, c'est ce que j'avais dit. Et je demande la fermeté du pouvoir public à l'égard de nous politiques par rapport aux propos que nous tenons chaque jour sur des plateaux de télévision à Kinshasa et ailleurs. Vous savez que ce que nous disons ici à Kinshasa ont de répercussions dans les provinces. Donc nous politiciens, c'est nous qui conduisons ces peuples dans cette erreur-là. Les peuples, la population, ou bien les militants de XY leader, suivent ce que dit son leader. Et ils croient à ça. Si aujourd'hui nous appelons tous au calme, vous verrez qu'il n'y aura rien. Moi je dis ceci.
par rapport aux expériences et aux études, il y a ce qu'on appelle la résurgence des forces centrifuges. Ça veut dire quoi? S'aimer le chaos et mettre du désordre pour empêcher quelque chose d'arriver. Et on active des cellules dormantes. L'insécurité, les tueries, les massacres, les enlèvements. C'est fait à dessein. Madame acquise le pouvoir de vouloir, c'est le pouvoir qui est à la base. Mais le pouvoir n'est pas en mesure de protéger les Congolais. Non, ne pas être en mesure de protéger et créer, c'est deux choses différentes. J'ai bien retenu le mot. Madame a semblé aller dans le sens que vous avez évoqué, mais elle est retournée. Mais ça, c'est pas clair, madame. Donnez-nous des preuves ici, c'est que c'est le pouvoir qui crée cette insécurité, et donnez-nous des éléments probants. Maintenant-là, séance tenante. Et le pouvoir créerait des foyers, des tensions pour quelle fin? C'est la question. Pour quelle fin? Parce que nous savons que nous allons gagner des élections pour créer. Parce que nous sommes prêts pour aller aux élections. La campagne du chef de l'État commence le 19. Des gens qui veulent aller aux élections et puis créer le chaos, pour quel but? Moi, je crois, ici, je parle dans un sens global. Moi, je n'ai pas cité un groupe de gens qui serait à la base de créer le chaos. Madame, parlons-en. Écoutez un peu, madame. Nous, au niveau du pouvoir, nous, au niveau de l'UDPS, moi, je dis beaucoup plus l'UDPS. Nous ne sommes pas dans cette voie. Parce que ceux qui sont dans la province de la Chuapa, Chopo, dans la province du Haut-Katanga, l'Omami, il y a des militants de l'UDPS. Nous prenons les vivre ensemble. C'est-à-dire, tout Congolais doit se sentir chez lui. Qu'il soit à Malembankulu, qu'il soit à Massimanimba, qu'il soit chez moi dans le territoire de Tchela. Nous tous, nous devons nous sentir chez nous. Mais, messieurs le journaliste, j'ai épinglé un truc. Que le Congolais n'ont jamais... Peut-être le Congolais échappe au Congolais. Vous savez tout ce qui nous arrive ici. Mobutu avait compris cela. C'est pour cela qu'il avait prôné la territoriale des non-originaires. Ça a baissé la tension tribale. Mais aujourd'hui, avec la loi de 2006, vous savez qu'aujourd'hui, vous avez un gouverneur qui est de la même province, le président de l'Assemblée provinciale, surtout dans nos provinces à part Kinshasa. C'est ce qui a créé encore que cette montée du tribalisme. Parce que c'est nos lois qui ont consacré cela. Nous devons changer cette loi. Et que nous puissions avoir une territoriale de non-originaires. Et qu'il y ait des mutations en masse. C'est du Nord Kivu. Vont travailler au Congo central. Quand il y aura un problème, les gens vont s'abstenir parce qu'ils sauront que nos frères sont de l'autre côté et ils vivent en paix. Ils se marient avec le Baluba, ils se marient avec le Congo, ils se marient avec les gens du Bandundu et de l'Oja. Merci. Mais la loi, monsieur le journal, j'insiste, c'est la loi qui consacre la montée du tribalisme par rapport à la territoriale des originaires. C'est ça la vérité. Merci, merci beaucoup Joseph Mbenza. On en vient directement à notre première thématique, mais j'aimerais encore vous garder, Joseph Mbenza. J'aimerais que vous répondiez en premier en ce qui concerne notre premier sujet du jour. Et nous parlons ici du discours sur l'état de la nation du président de la République, un discours bilan centré sur les réalisations de son gouvernement dans différents secteurs de la vie nationale durant son premier mandat. Félix Tshisekedi a demandé aux députés et sénateurs de consolider les acquis de son premier quinquennat. Quels sont ces acquis que vous pourriez ici évoquer succinctement? D'abord, le président s'est adressé aux Congolais via les Sénats et l'Assemblée nationale. Via les congrès. En fait, il s'est adressé au peuple congolais. Pour ce qui a été fait pendant 5 ans. C'est le peuple qui a le choix. Le président est démocrate. Vous devez comprendre que c'est le sens d'un homme démocrate. Le président de la République, c'est un esprit, c'est un grand esprit en politique. Tenez, monsieur le journaliste, comme nous n'avons pas assez de temps, le président a parlé de tous les secteurs de la vie nationale. L'éducation, la santé, les infrastructures, la sécurité et j'en passe, et l'emploi. Mais vous savez aujourd'hui, monsieur le journaliste, avant que monsieur le président puisse prendre le pouvoir, en 2018, janvier 2019, lorsqu'il prend ses fonctions, le taux était de 1638. Écoutez, monsieur le journaliste, ce qui équivalait à $1. L'enseignant était payé 97,47 $. Je donne des indications de chiffres. Mais quand
la gratuité de l'enseignement arrive en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Le salaire est de 408 000 francs congolais, avec un taux de dollar de 26 000. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, un enseignant a 157 $,18. Ça, ce sont des chiffres vrais. Aujourd'hui, nous sommes à 1240 écoles construites dans tous les territoires. Je peux prendre l'exemple ici. Je pars dans le territoire de Massimanimba. Depuis 1935, les Belges ont laissé le bâtiment administratif. Le seul qui est venu au pouvoir, qui a construit un bâtiment moderne, je ne donne des illustrations, c'est M. Félix Tshisekedi. Excusez-moi de vous interrompre un tout petit peu. Vous avez ici évoqué le réajustement des salaires des enseignants, mais avec, bien évidemment, la perte du pouvoir d'achat des Congolais. Mais vous avez ici évoqué le taux du dollar. Au départ, le dollar était quand ils avaient le pouvoir. Pendant Kabila, ils avaient entre 97 et 100 $. Mais aujourd'hui, ils sont à 150 $. Je dis bien à 150 $. 150 $,18. Monsieur le journaliste. Donc, ce qui revient à dire, je parlais de l'école primaire Lukula. Donc, c'est-à-dire, nous avons 1240 écoles construites pendant Félix Tshisekedi. Bravo au gouvernement Samba Lukonde parce que le programme des 145 territoires, c'est pendant Samba Lukonde. 760 centres de santé disséminés partout en République démocratique du Congo. 145 bâtiments administratifs parce que vous ne pouvez pas gérer la République, la territoriale, sans bâtiments administratifs. Ça, c'est la marque de Félix Tshisekedi. Nous allons maintenant sur le plan de l'administration. Monsieur le journaliste, est-ce que vous savez, en 2019, il y avait 384 000 agents de l'État non retraités non payés à l'administration publique. 220 000 agents publics de l'État non payés. Aujourd'hui, au mois d'octobre, nous avons résorbé 200 000 agents de l'État qui sont entrés dans les circuits de la bancarisation. Nous avons une réforme importante sur la retraite. Je dis bien la retraite. Pendant Mata Tampone, un huissier était payé. Le dernier, c'est 2 000 $. Mais pendant sous Félix Tshisekedi, c'est 8 000 $. Et puis, ce huissier est déversé à la Caisse nationale de sécurité pour des agents publics de l'État. Donc, aujourd'hui, un huissier a 8 000 $ et il perçoit son salaire qui est en augmentation chaque trimestre. S'il vous plaît. Nous allons maintenant dans le domaine de la santé. Monsieur le journaliste, aujourd'hui, le gouvernement est en phase de dispatching des équipements hospitaliers pour 2190 centres de santé. Tenez, nous avons 13 000 lits d'opération, 2000 lits d'accouchement et autres extensibles. Parlons maintenant de la gratuité de la maternité que les gens critiquent à tort. Monsieur le journaliste, si vous allez aujourd'hui à l'hôpital de Kintambo, à l'hôpital de l'État de Ngaliema, allez voir ce qui se passe. Une maman. Ce sont des réformes qui n'ont pas existé avant Félix. Tout ce que je dis ici. Une maman qui est grosse. L'État, avec les 300 centres de santé et hôpitaux, d'ailleurs, la phase de Nord Kivu et Sud Kivu est déjà lancée, va à l'hôpital, consultation prénatale gratuite, échographie gratuite, visite chez le médecin gratuit, et puis elle accouche gratuite. Et puis deuxièmement, même si elle a un cas de césarienne, c'est pris en charge par l'État. À l'époque, nous payons 500 $. Et puis quand l'enfant est né, donc l'État suit cet enfant et la maman. Ça, c'est la touche de Félix Tshisekedi, sans compter les autres infrastructures. Si je vais m'étaler ici, nous prendrons tout. Je vais citer seulement une illustration. Pour ceux qui sont de Ngaliema, une illustration. Ça, c'est la marque de Félix, la route Nzolana, qui vous quitte de Pompage jusqu'à Marine allant vers Lupin. Mais il y en a comme ça dans toute la République. Donc, c'est pour dire que Félix n'a pas... Mama Emo, c'est 58 millions de $. Ouais. Fonds propres de l'État congolais. Le président va inaugurer Mama Emo le 15 décembre. 500 lits, première phase, nous allons jusqu'à 2500 lits. Ça sera le plus grand hôpital de l'Afrique centrale. Nous avons l'hôpital tertiaire de Katchachi. Nous avons la réhabilitation de l'hôpital Kankokolo.
ici. Nous avons la réhabilitation complète de l'hôpital militaire de Kutona. Nous avons la construction de l'hôpital militaire à Beni. Nous avons la réhabilitation de l'hôpital militaire à Bunia. Nous avons la réhabilitation complète de l'hôpital Mwangezi. La liste n'est pas exhaustive. Donc c'est pour dire, beaucoup ont été faits, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Dans cette liste, je pourrais au moins vous ajouter également quelques postes douaniers qu'on a vu le président de la République. Port sec de Kasumbaleta. Oui. Ça n'a jamais existé. Merci. Merci beaucoup. Chantal Momboni, vous de l'opposition, vous avez toujours vu d'un très mauvais œil la gestion de la République par Félix Tshisekedi. Vous l'avez suivi durant son discours à la nation de plus de 2 heures. Il a ici passé en revue ses promesses tenues et celles qui restent encore en suspense. Au moins, qu'est-ce qui vous a le plus convaincu durant son adresse à la nation? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord faire remarquer qu'il a fait 15 minutes. Donc, je dois aussi parler pendant 15 minutes. 15 minutes, c'est dans votre chrono ou bien le mien? Je regarde. Vous aurez le même temps d'antenne que votre co-débatteur, madame. Bon, mon frère a dit ici que les Congolais ne pensent pas comme nous. C'est plutôt les politiciens. Je me pose la question si les politiciens ne sont pas congolais. Dédé, mon frère est en train de citer ici, qui est dans l'armée, on a acheté 2 avions, on a acheté ceci, cela. Bon, fait de fois, je me dis que nous oublions l'essentiel. Et nous oublions d'hiérarchiser les priorités. Dans un pays qui a plus d'une décennie de guerre, dans un pays qui a ce problème d'insécurité, quand vous achetez des avions, on doit crier? Non. Moi, je pense que le problème serait autrement. Il ne faut même pas parler en termes d'avions. Il fallait parler en termes de réforme de nos services de défense et sécurité. Il fallait parler en termes de résultats sur terrain. Parce que Charles Maurras nous dit que l'action politique se juge par le résultat. Donc ça doit être acté. Vous avez dit que sur Top Congo, le président Martin Fayulu avait tenu des propos tribaux, ce qui est faux. Si vous pouvez nous dire ce propos ici, parce que vous les avez suivis. C'est ce qui est faux. Andjili, le président Bemba, avait dit que sa femme était... le loup a été cessé. Mais moi, je n'aime pas parler des tribus, mais aujourd'hui, vous voulez mettre ça sous ma langue. C'était dans quel contexte? Et je peux vous répondre facilement. C'était d'abord, avant que nous puissions commencer l'activité, il fallait que chaque leader puisse faire un message contre le tribalisme. Et vous avez oublié, même le président Mouzito en avait parlé. Le président Martin Fayulu en avait parlé. D'ailleurs, celui qui parle, qui tient le flambeau Congo et Kolomoko. Et il dit toujours qu'il est contre le tribalisme. C'est connu de tous. Il a fait de ce combat-là. Il a fait de ça son combat, si je peux dire ainsi. Donc, il ne faut pas tromper le peuple. Vous dites à Chikapa, Fachi avait condamné ça. Oui, bien sûr. Il avait condamné Viatina Salama, nous avons suivi, mais il faut attendre que l'événement s'accomplisse pour le condamner. Ou bien il fallait déjà rappeler à l'ordre le gouverneur qui aurait tenu des propos qui ont incité à la violence. C'est ça le problème. Nous n'avons pas une même approche, ni la même perception des choses. C'est ça la différence entre votre gestion et ce que nous pensons faire du Congo. Vous parlez du tribalisme qui est monté suite à cette loi-là. Oui, en 2006 déjà, il y avait cette loi visant la proximité. Même en ces temps-là, on était encore ensemble avec l'IDPS, on avait jugé que ce n'était pas opportun. C'est vrai, mais le tribalisme n'avait pas le niveau qu'il a aujourd'hui. Quelque part, il faudrait, comme Sofenu dès 20, il dit je suis chrétienne, je dois parler de ça, rentrez en vous-même et examinez-vous. Vous parlez de la territoriale, mais quand vous regardez la nomination des actes des administrations du territoire, les sociétés civiles ont décrié que c'était des nominations où on avait privilégié beaucoup de gens de même espace. La société civile a fait des rapports, de communiqués, passé aux médias. Dans les nominations, qu'est-ce que nous voyons? Nous ne voulons pas ici dire que celui-là est saint, celui-là a des tâches, mais il faut dire la vérité.
il y a la montée du tribalisme. Il y a même un rapport d'un organisme de Nations Unies qui a parlé de cette montée du tribalisme. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller dans ces détails-là, mais plutôt tous luttons contre le tribalisme. Votre critique sur le discours du président de la non, République. j'arrive, je gère mon temps. Ce sont des choses très importantes qui ont été dites ici, ça mérite d'être corrigé. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons, c'est quoi? Vous avez dit ici que Maman Chantal a moralisé et après, elle est tombée dans le piège parce qu'elle aussi, elle a cité de non, j'étais claire. Vous me demandez de vous donner la preuve de ce que je dis, tout ça. Mais moi, je vais vous dire, je suis claire. Le problème ici, c'est que j'ai voulu vous démontrer qu'il ne suffit pas de se victimiser en donnant des exemples parce que de partout, il y a des problèmes. C'était ça la pédagogie que j'ai utilisée. Donc, je n'ai pas cité ça pour justifier que ça doit être fait parce que de l'autre côté aussi, ça se fait. Non, ce n'est pas ça. Donc, ici, vous cherchez qu'on vous dise la preuve que c'est le régime qui est responsable de ces violences préélectorales. Je vais vous dire une chose. Vous êtes intellectuel. J'ai commencé par l'arbre de causalité. Je vous ai dit, déjà en 2006, il y avait de problème. Fachi était président. En 2011, il y avait de problème. Fachi était président. En 2018, il y avait de problèmes. Il était président. Et j'ai conclu en disant que ça me pousse à me poser la question de savoir si ce n'est pas fait par les politiques, par stratégie, en période préélectorale. Et c'est ça ce que nous sommes en train de voir. Vous n'allez pas me refuser de faire cette analyse avec toutes les données vraies. Je suis factuelle. Je ne parle pas de fiction. Ce sont des choses qui se sont déroulées dans mon pays. C'est documenté. Je peux vous donner même des références. Vous pouvez aller le lire. Ce n'est pas de choses que la Mouka a créées. C'est de l'histoire du Congo en question. Prenons la question, madame. Pour ce qui concerne le bilan. Oui, moi, je suis quand même étonné de voir qu'après 5 ans d'exercice, qu'on nous présente le bilan en termes d'une route qu'on a fait à Nzolana ou de... Je ne sais pas. Parce que moi, en tant que politique, le bilan, ça doit être d'abord, je dois prendre à 3 niveaux. Premier niveau, c'est par rapport au programme ou à la vision de la personne qui a incarné le régime. Il avait quelle vision? Tout ce qu'il a dit, moi je regroupe ça en 2. Le peuple d'abord et l'état de droit, qui ont lamentablement échoué. C'est moi et le mien d'abord. La preuve, la population pleure, le panier est vide, les gens ne mangent pas comme il faut, les gens souffrent, la vie est devenue intenable. Vous voulez parler du peuple d'abord, vous êtes allé dans le chiffre. J'aime bien le débat des chiffres. Alors, je vais vous rappeler, pour que le peuple comprenne, quand le dollar était à 1600, un gobelet d'haricots était à 1600. Ça valait $1. Aujourd'hui, vous avez fait que ce travailleur, cet enseignant, toucherait $57. Aujourd'hui, point 18. Permettez, qui toucherait ça 50 quelques dollars. Là, vous avez dit, je ne vais pas entrer là-bas. Le gobelet d'haricots est à 3500, qui représente $2,18. C'est là où intervient le pouvoir d'achat du peuple. Ce que vous êtes en train de faire en économie, ça s'appelle l'érosion financière. Vous êtes en train de tromper le peuple. Comment vous pouvez... Il avait $1, il pouvait s'acheter un gobelet d'haricots. Maintenant, avec le $1, il ne peut pas acheter un gobelet. Soit il va acheter un tiers du gobelet. Pour acheter un gobelet, il doit avoir $2,18. Qui trompe qui? Question de pouvoir d'achat. Cette capacité du Congolais d'engager ses dépenses par rapport aux recettes encaissées qui lui permettent de vivre mieux. Et aujourd'hui, c'est selon la Banque mondiale, le pouvoir d'achat du Congolais, c'est moins $2,15 le jour. Madame, l'inflation, ce n'est pas seulement en RDC, l'inflation, c'est un peu partout. Ça, c'est le débat de la rue. Nous parlons technique. Nous parlons technique, nous parlons ce qui est vrai. Ça, c'est le débat de la rue. Je peux vous dire, il n'y a pas eu Covid seulement à Kinshasa, il y a eu Covid au Sénégal, il y a eu Covid au Ghana, mais le Sénégalais ont donné un panier au ménage, de $100 le ménage. Ils ne sont pas congolais. Ça, c'est le mode de gestion qui pose problème. Il peut y avoir des problèmes partout. Il peut y avoir l'inflation. Il peut y avoir des difficultés. Mais la capacité de l'État d'organiser ses réserves stratégiques, qu'ils nous disent aujourd'hui,
les réserves stratégiques de la RDC s'élèvent à combien? Il n'y a même pas. Qu'ils le disent aujourd'hui. Avant, ils parlaient des réserves de change. Aujourd'hui, ils en parlent parce que les réserves stratégiques diffèrent des réserves de change. Je pense que les gens du domaine comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Alors. Il a parlé, il a dit quelque chose. Madame dit c'est la responsabilité de l'État et le pouvoir, tout ça. Mon cher frère, j'ai comme l'impression que vous confondez l'État et le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est inclus dans l'État. Et quand j'ai dit c'est de la responsabilité de l'État, pour parler d'un État, je vois la terre, je vois le pouvoir, je vois le peuple et je vois la souveraineté. Et j'ai bien dit, c'est de la défaillance de l'État. Donc, quand j'ai dit cela, c'est normal. Vous avez confondu quand même cette notion-là. Peut-être vous l'avez oubliée ou ça vous a échappé. Donc, je voulais dire, si vous avez parlé de l'administration publique, est-ce que nous avons récupéré la souveraineté administrative par rapport à nos imprimés de valeur? C'est comment? Ce n'est pas parce que vous avez mécanisé quelques personnes que vous voulez brandir l'aspect. Vous avez créé combien d'emplois? Chutez, madame. Le même temps d'antenne. Vous avez créé combien d'emplois? Chutez, madame. Deuxième phase du bilan, c'est par rapport aux réalisations qu'ils ont dit, aux promesses qu'ils ont faites. Ils ont promis devant le Congrès le 13 décembre 2019 ils ont parlé de l'acquisition de 8 avions pour Congo Airways avec l'identité des avions et les noms des fournisseurs. S'il y a le temps, je peux citer, je peux vous le donner. Je dis, le président a évoqué les promesses qui restent aussi en suspens. S'il vous plaît, nous ne sommes pas l'église. Ce n'est pas le fait que Jésus revient bientôt, que les chrétiens, nous avons la foi et nous attendons. Ça, c'est de la politique. C'est de l'exercice du pouvoir. Vous avez dit ça pendant 5 ans. L'avez-vous fait? Oui. L'avez-vous fait? Non. Vous ne méritez plus. C'est ça le problème. Donc, on n'est pas à l'église. Ne nous amenez pas dans une question de foi. Non. Ça, c'est la question de la réalisation. Et le bilan, c'est ça. Quand vous regardez un bilan, vous avez les valeurs immobilisées, vous avez les valeurs circulantes, vous avez des valeurs, de valeurs réalisables. Et du côté de passif, vous avez quoi? Votre capital. Que ce soit à long terme, vous avez de dettes. Merci et tout. Beaucoup, madame. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 8 milliards de dettes. Aujourd'hui, dans ces pays. Aujourd'hui, vous devez savoir, mon cher frère, l'incapacité du régime de nous sécuriser, j'ai dit ici. Pourtant, l'institution président de la République prête serment. Il dit ceci. Il prête serment pourquoi? Pour observer et défendre la Constitution et les lois de la République, maintenir son indépendance et l'intégrité du territoire. Aujourd'hui, nous avons des occupants sur la terre congolaise. Comment il peut parler du bilan d'un pouvoir qui a fait 5 ans sans aborder cette question sécuritaire, sans dire qu'il y a plus de 6 millions de déplacés, il y a plus de 27 millions de malnutris, Merci beaucoup, il y a madame des Chantal. territoires entiers qui sont sous l'occupation extérieure. Merci beaucoup, madame. Il y a une force étrangère, des troupes étrangères sur le sol national. Merci beaucoup, madame Chantal. Je dois aussi rappeler ici que le chef de l'État, au cours de son adresse à la nation, il s'est félicité de sa décision d'avoir instauré l'état des sièges qui a limité le coulage des recettes, mais également des fraudes douanières. Et on en vient directement à notre deuxième thématique concernant le processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a clôturé le mercredi la série de cadres de concertation avec le parti prenant aux élections. La CENI a rassuré qu'elle est prête à organiser les élections le 20 décembre 2023. Les machines à voter sont déjà arrivées dans différentes provinces, hormis Kinshasa et Congo central. La campagne électorale débute dans 3 jours. Félix Tshisekedi va, lui, démarrer sa campagne ici à Kinshasa au stade de Martyrs. Et Martin Fayulu lui donnera le coup d'envoi de sa campagne dans la ville des Bandundu. Joseph Mbenza, il n'est fait donc l'ombre d'aucun doute que les élections auront bel et bien lieu, d'autant plus que chaque candidat s'est mis déjà en ordre de bataille. Mais je n'ai jamais compris pourquoi tous ceux qui sortent de M. Martin Fayulu politiquement sont incorrects. Je n'ai jamais compris. Je ne voulais pas y entrer, mais je veux y dire. Est-ce que vous pouvez répondre d'abord à cette première question Je vais répondre. Répondez d'abord, nous sommes déjà dans la deuxième thématique. Oui, la deuxième, vous n'avez que 3 minutes. Nous, à l'UDPS,
par l'entremise de notre secrétaire général Augustin Kabouya. Ça fait plus de 3-4 ans que nous nous préparons pour les élections. Je dis 3-4 ans. Tous nos candidats pour la députation nationale et provinciale sont sous terrain en train de mobiliser. Parce que moi, je suis porte-parole de l'honorable Socrates Mbengai. Nous sommes chaque dimanche en train de mobiliser pour que les gens votent le président sortant en 2023 et le président entrant en 2024. Voilà le travail que nous faisons chaque dimanche. Et nous attendons la campagne qui commence, qui débute, comme vous l'avez dit, le 19 novembre, que nous appelons tout le Congolais au stade de Martyr. Nous ne sommes pas la CENI, nous sommes une partie prenante. Mais en ce que je sache, parmi ce que j'ai aimé, ce que la CENI a dit, j'ai toujours plaidé pour cela, que cette fois-ci, il y aura publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Il y a eu cette concertation, le candidat président de la République et les autres composantes, et la CENI va certainement, par sa plénière, décider de l'orientation des réponses aux questions qui ont été posées. Donc c'est pour dire, nous, à l'IDPS, nous sommes prêts pour aller aux élections, y compris l'Union sacrée. Donc, voilà ma réaction. Mais j'aimerais rebondir. Madame a dit des choses ici. J'aimerais, parce que madame, la notion du pouvoir, la notion de l'État, c'est ma formation. Là, vous avez parlé pas du pouvoir, vous avez parlé de l'État, des attributs de l'État. Tout à fait. Non, j'en arrive, parce que vous avez cru que moi, je ne maîtrise pas. Attendez, madame, calmez-vous. Alors, madame, si vous allez aujourd'hui en Suisse, en Fribourg, ils sont en pleine inflation. Monsieur le journaliste, voulez vous dire seulement, madame, arrêtez ça, mais vous êtes obstiné. Aujourd'hui, le banc syndical réclame 5% d'augmentation. L'État suisse n'a prévu qu'1%. Si vous allez en Allemagne, le secteur des transports, l'inflation en Allemagne, c'est 7,8%. Donc, c'est pour dire ceci. Le Ghana que vous avez invoqué, vous savez que le Ghana est presque en banqueroute. Et qu'ils ont demandé le soutien des institutions de Bretton Woods pour leur venir en aide par de financement. Donc, madame, soyons sérieux, madame. Madame a dit, elle n'est pas à l'église ici, mais elle a cité Sophonie. Ce n'est pas moi qui vous ai dit de citer Sophonie. Donc, moi, je ne suis pas à l'église, moi, je suis politique sur un plateau politique. C'est vous qui avez cité des versets bibliques. Madame a minimisé la mécanisation de 200 000 parents, femmes et maris, qui perçoivent déjà, aller dans toutes les banques, leur salaire. Il y a également des parents en retraite. Mais oui, madame minimise 200 000 quelques personnes. C'est ça le côté mauvais de l'ICD. Ils ont vu, ils voient tout de noir et rien ne marche pour eux. Mais c'est faux. Je n'ai fait qu'illustrer, madame. Je vais vous citer des routes comme ça. Vous chutez, voilà. Madame, aujourd'hui à Malueka, on construit des routes. La route de la paix, la route Kimwenza, la route Associa, la route Birmanie. Aujourd'hui, vous allez route Kikwit. Aujourd'hui, si vous allez à Kanluka. Joseph Mbenza, Kinshasa n'est pas République démocratique du Congo. Alors maintenant, vous prenez Lubumbashi, Sakanya. On a privilégié Kinshasa. Je suis maintenant dans les provinces. Oui. Je suis maintenant dans les provinces. Vous prenez Lubumbashi, Kasumbalé, Sakanya, c'est 150 km. Vous prenez Kolwezi, Solwezi, c'est 87 km. Monsieur le journaliste, laissez-moi donner des détails. Mais on a privilégié Kinshasa au détriment des autres provinces. Vous avez cité le port sec de Kasumbalé, ça. Il y a également Kisangani, la Chopo, Équateur, madame, la voirie de Kisangani est en train d'être Mongala. Mais aujourd'hui, si vous allez à la Chouapa, vous avez déjà vu la regard de Boende, ce qui est en train d'être construit là-bas. Merci beaucoup. Vous allez aujourd'hui à Bunia, la voirie de Bunia, totalement refaite. Vous allez aujourd'hui à Bunia, l'université de Bunia, l'aéroport de Bunia. Mais monsieur, c'est toute la République. Si vous allez aujourd'hui au Sud Kivu, dans le territoire, Joseph Mbenza. Je suis dans le territoire d'Ouvira, je suis en province. Merci Joseph, excusez-moi de vous interrompre. Madame Chantal Moboni, qu'en est-il des discussions de Pretoria sur la candidature commune de l'opposition? Nous aurions appris que les violents ne s'accordent pas entre les délégués de chaque candidat président de la République. Vous confirmez cela? Merci beaucoup. Je vais dire d'abord que le peuple prend acte parce que mon cher frère, quand il parle du bilan, il est difficile à aborder la question de l'intégrité du territoire. Pourtant, c'est la mission première de l'institution président. Il est difficile à aborder cette question. Il est difficile à nous dire que aujourd'hui, parce que vous parlez de la santé, les cliniques universitaires,
Ont-elles le scanner? Clinique universitaire de Kinshasa n'a pas de scanner. N'a pas de scanner. Parce que vous parlez santé, la gratuité de la maternité, les médicaments post-accouchement sont pris en charge. Vous ne parlez pas de ça. Les personnels infirmiers, les sages-femmes sont en grève, n'est-ce pas? Parce que vous parlez de la santé. Nous avons le cerveau aux cliniques universitaires. Nous avons le cerveau en Galema. Les dialyses se fait en Galema. Les dialyses se fait en Galema. C'est-à-dire quoi? Nous avons des cerveaux mais sans matériel. Et ça ne permet pas que les choses se fassent normalement. Ceux qui ont de matériel sont de privés. Et le peuple en souffre. Donc, parce que vous voulez parler de route, vous êtes en train de citer. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Vous avez difficile à citer de route. Pourtant, les bilans consisteraient à dire ceci. Madame Chantal, nous avons trouvé autant de kilomètres de route nationale. Nous en avons fait autant. Aujourd'hui, nous sommes à autant et il reste autant à terminer. Vous auriez dit qu'à Kinshasa, par rapport à l'étendue, par rapport aux kilomètres, ici à Kinshasa, aux kilomètres de route, vous avez trouvé autant, vous avez fait déjà autant et ça reste autant. Vous commencez à citer des routes. Et là, je vais même dire quelque chose. Mais les routes, vous citez toutes les routes là. Là, c'est Fachi. Quand ça ne marche pas, les gouverneurs aussi sont responsables. Mais il y a des routes que vous avez citées qui relèvent de la compétence du gouverneur. Là, les gouverneurs ne sont pas publicités. C'est toujours Fachi. Non, soyez élection, candidature commune de l'opposition, madame. Je vais vous madame. dire aujourd'hui ici, je n'ai pas confondu. Vous parlez de la Suisse par rapport à l'inflation, oui. Mais le problème demeure au niveau du pouvoir d'achat. Vous n'avez pas répondu. Le pouvoir d'achat suisse, le pouvoir d'achat français, le pouvoir d'achat ghanéen n'est pas le même avec le pouvoir d'achat congolais. Donc vous ne pouvez pas comparer des choses qui ne sont pas dans les mêmes conditions. C'est pour ça que je vous ai dit, en Angola, ici, nous avons le même pouvoir d'achat. Parce que nous, les besoins sociaux de base posent encore problème. Chez eux, là-bas, les besoins sociaux de base ne posent plus problème. Ils pensent recherche scientifique, ils pensent développement et technologie. Élection, pas la madame. même chose. Parlons élection. Élection, Oui. je veux dire. Oui. Par rapport à la candidature commune, moi, je pense qu'on ne doit pas passer du temps là-dessus parce que ça relève de l'organisation de l'opposition. Et les opposants sont en train de s'organiser. Au moment opportun, vous aurez la voix officielle. Vous parlera de la position officielle de l'opposition. Donc aujourd'hui, moi je pense que d'abord, ce n'est pas une obligation, une exigence légale. Oui. Ça relève de la stratégie de l'opposition. Et je pense que là, c'est comme si les gens sont encore dans la cuisine. Mais pourquoi on doit parler des choses qui se font à la cuisine avant que les repas ne soient prêts pour présenter sur la table? Alors, dans l'hypothèse où il n'y aurait aucune issue favorable au terme de ces tractations, affronteriez-vous Félix Tshisekedi, vous les opposants, en ordre dispersé? Les opposants ne vont pas affronter Félix Tshisekedi. C'est son bilan négatif qui va l'affronter. C'est le panier de la ménagère qui va l'affronter. C'est l'insécurité à Goma qui va l'affronter. C'est les problèmes ici. Il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de routes et de cercles agricoles. La situation est devenue intenable. C'est ça qui va l'affronter. Ce qui va affronter M. Félix Tshisekedi, c'est la désacralisation de la vie de Congolais. Ce n'est pas l'opposition qui va l'affronter. Parce qu'il a dit peuple d'abord. Et aujourd'hui, le peuple ne se retrouve pas. Le peuple voit que c'est la corruption, c'est le détournement, c'est une classe et un groupe des individus qui est en train de monter. C'est la violation de loi, la justice est à dents des scies. Le peuple voit tout ça. Et c'est le peuple qui va faire l'opposition. Joseph Mbenza, est-ce que la candidature commune de l'opposition gêne votre candidat, Félix Tshisekedi, au regard de la popularité de certains de ces challengers, candidats, président de la République, et cette popularité qui n'est pas aussi à minimiser? Vous avez 30 secondes. D'abord, madame représente M. Martin Fayoulou, incapable de faire une distinction entre un régime présidentiel et semi-présidentiel. C'est à ces messieurs-là que vous voulez confier 2 345 410 km². Ça, c'est de 1. De 2, quelqu'un qui est incapable de tenir même sa propre famille politique. Et ce monsieur peut challenger avec Félix Tshisekedi. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Donc, de l'autre côté, il n'y a rien. Personne n'a le poids de Félix Tshisekedi en 2023. Merci. Vos 30 secondes également, on va en poser. 30 secondes, c'est-à-dire les gens qui exercent le pouvoir sont jugés en fonction de leur bilan.
Et ceux qui ne sont pas au pouvoir sont jugés en fonction de leur intégrité, leur constance et les idées qu'ils ont pour gouverner demain. Donc aujourd'hui, quand vous dites que le président Fayoulou ne tient pas sa plateforme politique, moi je pense que le peuple congolais vous prend pour un menteur, parce que ce n'est pas ça la vérité. Martin Fayoulou n'a pas dit que nous sommes constitutionnellement en régime présidentiel. Merci madame. Il a parlé de ça en termes que dans le président a plein pouvoir. Merci beaucoup madame Chantal. Merci beaucoup madame Chantal. Nous devrons, nous prenons une petite pause. On va marquer une petite pause et on souffle un peu. On reviendra juste après pour lire vos messages. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Nous débriefons l'actualité avec Chantal Moboni. Elle est coordonnatrice adjointe de la campagne électorale de Martin Fayoulou et son porte-parole également. Elle est face à Joseph Mbenza, communicateur et cadre de l'UDPS. Nous passons sans plus tarder à la lecture de vos messages. Bonsoir RTGA. Bonsoir RTGA, c'est Hugues Maoula depuis Massina sans fil, le grand leader d'opposition, ont l'obligation de nous présenter un candidat commun. Sinon, les camps du pouvoir peuvent trouver une raison en disant que les opposants ont perdu les élections parce qu'ils étaient allés en ordre dispersé. Même si nous savons que Fachi ne peut pas gagner les élections, même avec une opposition dispersée. Bonjour. Un message que je ne sais. Bonjour, de la part de maman Nora Kassongo depuis Congo Central. Je salue maman Chantal. J'ai vraiment aimé ce que vous avez parlé concernant les mamans ces derniers temps. Nous traversons un moment très difficile sur le plan économique. Alors je suis vraiment impressionné de la manière dont tu nous soutiens. Votre message. Bonjour RTGA, ce qui s'est passé à Malemba-Nkulu est condamnable, mais je me pose toujours la question pourquoi le tribalisme a de l'ampleur sous les mandats du président Félix Tshisekedi, Anissé Mopande et Badou à Kinshasa. Bonjour ma radio, c'est Papa Jeannot à Matete. Demandez à votre invité de décider qui est en train de distribuer les propos aux gens en oubliant les propos de son leader de Boma. Des Boma Moulouba Tikanyoka, et quand son leader sera poursuivi par la justice et ils vont parler de l'acharnement, ce sont eux qui sont à la base du tribalisme. Bonjour RTGA, les gens de l'UDPS indexent Moïse Katumbi comme instigateur, disant que Fayoulou avait pleinement raison de doiter le gouverneur du Kasaï central. Il s'interroge. En outre, Chilombo avait dit dans l'un de ses discours que les élections seront à 2 tours. Maintenant, nous continuons avec un tour qui nous explique. Ça, il faut encore modifier la constitution pour ramener les élections à 2 tours. M. Mbenza de l'UDPS a une obligation de demander pardon à tous les mauvais, à tous ces mauvais propos qu'ils ont infligés à tous les régimes. On a toujours victimisé. Ils ont toujours cherché la nationalité à tous ceux qui ne sont pas dans leur parti. Un message un peu compliqué. Bonsoir. De longs messages, on ne sait pas lire. Que je vais écouter. Bonsoir, mon émission. Les politiques d'aujourd'hui doivent lire et relire l'histoire de Lumumba, sa capacité de réfléchir, sa vision du Congo de demain. Il était contre le tribalisme depuis très longtemps et il voulait l'unité du Congo. Voilà, un message de Jonathan Koukiel à Kinshasa. On va lire d'autres messages. Bonjour RTGA, pourquoi est-ce que tout régime après l'indépendance au RDC ne s'attaque qu'au peuple Luba et surtout nos frères Katangais suivis de nos frères du Grand Bandundu? Et je me suis toujours posé la question qui avait dit que Muluba a causé pouvoir Namboka Oyote. Message de Faria. Bonjour RTGA, le discours du deuxième sénateur à vie, c'est un discours déconnecté de la réalité car aujourd'hui les Congolais font de la descente aux enfers à de l'incompétence, le dédouanement, l'insécurité, la corruption, voilà la cause de la pauvreté et de guerre interethnique. La candidature commune de l'opposition s'impose pour sauver les Congos. Certaines concertations des Kadima, c'est une distraction car Kadima prépare une mafia électorale. C'est Roi David de Pingalima. On n'a pas besoin de ça. La gratuité de la maternité donne le travail aux Congolais. On aura les moyens pour payer la maternité de nos femmes. Message qui nous vient depuis Barumbo.
Comment vous répondez à cet auditeur qui dit les Congolais ont plutôt besoin de l'emploi plutôt que de la gratuité? Donc, c'est lui qui ne veut pas de la gratuité. C'est son problème à lui, là. Ouais. Autre message. Monsieur Mbenza, merci d'être utilisé comme leur marchepied. Amène-nous ce discours à Tchéla. Tous les régimes passés, le tribalisme y existait, mais avec ce régime, c'est pire et c'est causé par notre législateur, malgré son semblant. Un message non signé. On va lire peut-être deux derniers messages. Il y a Papa Ferdinand qui dit: bonjour RTGA, c'est Papa Ferdinand Bambi. La situation que maman Chantal Moboni a décriée dans son biscuit date des quand? Je lui demande d'écouter la chanson Procès des Simaro Lutumba qui est sortie en 2016, donc avant ces régimes. Un message que je vite et courté. Bonjour mon émission. À Madame Chantal, si réellement ils vont partir aux élections de M. Kadima, est-ce qu'ils ont mis en place des dispositifs pour stopper la tricherie aux élections selon eux? Est-ce qu'ils sont prêts à soutenir un autre candidat commun que Fayoulou? Question mark. Alors c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Il y a plein de messages qu'on n'a pas pu lire, faute de temps. Et là, nous n'avons tiré qu'au hasard quelques messages. Et déjà, je vous rappelle que vous allez suivre cette émission tout à l'heure à 22h en rediffusion, mais également sur YouTube, sur Sans Répit Télévision. Merci de votre fidélité à RTGA FM. Restez avec nous et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.